Merci d'être avec nous le dimanche à 7h06 sur France Info. C'est la vision des journalistes étrangers sur la politique française. Bienvenue dans Correspondant. Au programme du jour, la difficile semaine pour la France Insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon, sa gestion de l'affaire Quatennens. Est-on dans la faute politique ou non? Et si oui, que pourrait-elle lui coûter? On en débat dans un instant. La confrontation avec le chef, c'est aussi au sein de la majorité. La méthode pour faire passer la réforme des retraites divise en interne. Et certains le font savoir publiquement à Emmanuel Macron, au point, oui ou non, de dire qu'il commence à être lâché. On se posera là aussi la question. Et puis la carte blanche des correspondants, ils nous diront ce qui les a marqués dans cette semaine politique en France ou en Europe. Avec nous aujourd'hui l'Italie, Israël et l'Espagne. Danilo Ceccarelli, correspondant italien pour le quotidien La Stampa. Joaf Toker, correspondant israélien pour la revue Côté Red. Et Juan José Dorado, correspondant espagnol. Merci à tous les trois d'être donc correspondants. Au minimum mal à l'aise et maladroit quand la question des violences conjugales touche l'un des leurs, en l'occurrence Adrien Quatennens. La France Insoumise et donc leur chef Jean-Luc Mélenchon ont du mal à se sortir de cette séquence. Il a voulu hier soir sur France 2, dans Quelle époque, c'est la nouvelle émission de Léa Salamé, eh bien apporter quelques éclaircissements et on l'écoute. Tout le monde peut faire mieux. Moi aussi. Mais je ne crois pas que ce soit ça le problème. Céline Quatennens ne voulait ni d'une action en justice, ni que ça sorte. Elle a appelé des télévisions pour dire « mais fichez-nous la paix, laissez-nous tranquilles ». Deuxième règle, je dis que c'était ça qu'il fallait faire, que je respecterai jusqu'au bout sa volonté de ne pas être impliqué dans le débat qui entoure aujourd'hui Adrien Quatennens. Voilà, tout le monde peut faire mieux, moi aussi, mais pas d'excuses directes. C'est si dur, Juan José Dorado, d'admettre ses erreurs pour un homme politique, globalement. C'est dur parce que je pense que la première réaction de Jean-Luc Mélenchon a été celle d'un ami par rapport à Adrien Quatennens. Et en tant qu'homme politique, je ne crois pas qu'il ait mesuré vraiment la portée de son tweet et de ses mots quand l'affaire a éclaté. Après, c'est très compliqué pour un homme politique de revenir en arrière. D'autant plus qu'effectivement, tout le monde s'est engouffré là-dedans, mais surtout, les divisions que ça a créées à l'intérieur. Ce serait pas plus simple de dire, voilà, j'ai fait... ça aurait été beaucoup plus simple. Trop vite. Ça aurait été beaucoup plus simple. La seule chose, c'est qu'est-ce que vous voyez beaucoup d'hommes politiques revenir en arrière de ces mots, de ces paroles, de ces écrits? Particulièrement ou pas? De façon générale, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit ailleurs, en général, les hommes politiques ont du mal à revenir en arrière pensant que ça va passer. Mais le problème est qu'aujourd'hui, ça ne passe pas. Et là, il s'est enfoncé petit à petit. Et c'est vrai que la prestation d'hier soir, ça a apporté des éclaircissements, mais ça n'a pas apporté des réponses aux questions que se posent les militants de base de la France Insoumise. Danilo Ceccarelli, ça dit quelque chose, cette séquence de la France Insoumise, de la politique, peut-être de la France plus globalement? Ça dit beaucoup sur les mécanismes de communication qui ont les partis politiques et les leaders politiques. J'ai vu sur la presse française, on parle déjà des fins des carrières politiques de Mélenchon. Je pense que c'est un peu trop tôt pour faire des prévisions, mais on constate que l'affaire des violences conjugales a été déjà dépassée par Mélenchon, par la figure de Mélenchon. Donc ça fait comprendre les poids que ces personnages ont dans la gauche française et dans la politique française. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas encore faire des prévisions sur les conséquences de cette affaire sur la France Insoumise et sur la NUP surtout, parce que ça a provoqué des critiques aussi internes dans la NUP. Qu'est-ce qui se serait passé en Italie si un homme politique avait eu la même réaction? Il aurait réagi pareil? On s'excuse, les politiques s'excusent jamais facilement, et je pense que celle de Jean-Luc Mélenchon hier soir a été une demi-excuse. Donc je pense qu'il a, dès le premier moment, il a appliqué sa stratégie de communication politique pour la gestion d'une affaire interne. Donc il s'est tout de suite affiché en tant qu'ami, il a salué le courage de son allié, mais il a critiqué les médias, les réseaux sociaux, donc il est parti à l'attaque tout de suite, et c'est sa stratégie, il a appliqué sa façon de faire à cette affaire encore une fois. Joaf Toker, est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, ça va lui coller à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock, ou est-ce qu'il y a un moment où on va passer à autre chose? Ça va lui coller à la peau, mais il a depuis des années une peau bien solide. Et effectivement, son système, son mécanisme de défense est très agressif. Il charge.
Ce qui me semble intéressant dans cette affaire, c'est la thématique autour de laquelle tout ceci arrive. Parce que je ne trouve quand même pas que ça soit une thématique comme les autres. Je veux dire, la violence faite aux femmes, le fait que ça soit déclaré pour la deuxième fois, pour le deuxième quinquennat, comme une cause du quinquennat, le fait que tout le monde, en rhétorique de tous bords politiques, n'a que deux mots nobles à cet égard, et que, nous voyons malheureusement à travers des petits gestes ou des grands gestes que c'est pas facile. Parce qu'il y a effectivement un fond émotif, je suis d'accord avec vous, il a réagi comme copain, comme quelqu'un qui lui est cher, il adore, et son numéro 2, ou plus ou moins. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas un thème politique comme les autres. Et les hommes politiques, et les femmes aussi d'ailleurs politiques, ne savent pas l'ajuster au langage quotidien, ça montre aussi de la peut-être politique. qu'il y a une différence, et en politique peut-être plus qu'ailleurs, entre les mots et les actes. C'est-à-dire que les mots en politique c'est une chose, mais là ça montre peut-être que le patriarcat est encore quand même bien présent en France globalement et dans la politique encore plus. Franchement, je n'ai pas eu l'impression qu'en France ou ailleurs, le fait qu'il y ait effectivement un écart entre les mots et les actes gêne énormément les hommes et les femmes politiques. Ils se débrouillent très bien avec cet écart, et ils le manipulent. Mais sur ce thème-là, ils sont rattrapés. C'est plus difficile, et l'audience vers laquelle on s'adresse n'a pas la même coloration et les mêmes teintes politiques. Et c'est devenu un piège, effectivement, et ça a suscité de la colère, parce que c'est un sujet, encore une fois, pas comme les autres, qui donc appuie sur des boutons réactifs qui ne sont pas eux aussi comme les autres. Mais peut-être c'est mieux, si vous voulez, pour la cause elle-même, peut-être il vaut mieux qu'il y ait des petits et des grands scandales de la sorte. Ça fait avancer plus vite. Oui, parce que ce n'est pas un débat sur le pourcentage d'allocation ou tel geste législatif, c'est quelque chose qui est nettement plus profond, qui tient au temps qui est les nôtres, aux ambiances qui dépassent la scène politique. Donc, effectivement, les mains dans le sac n'est peut-être pas tout à fait négatif. C'est intéressant, ça rendre ses droits. Oui, parce que... Il faut peut-être parfois des polémiques pour faire avancer plus vite les choses. Oui, effectivement, mais surtout, j'aimerais revenir sur le fait que je pense qu'il ne s'attendait pas à être piégé sur un sujet comme celui-là, qui est la référence de la gauche, la référence de la France insoumise, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, ils se sont piégés sur un sujet où ils ne s'attendaient pas à être piégés là-dessus. Et effectivement, de là, peut-être l'embarras des hommes et des femmes à l'intérieur de la France insoumise, au moins vers les médias, pour prendre pleinement conscience ou pleinement position. On sait qu'en interne, il y a des différences, il y a des critiques, et donc ça commence à fissurer cette France insoumise, parce qu'au-delà des coups qui sont portés à Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que son dauphin, qui était théoriquement Adrien Quatennens, a dû se retirer en tant que coordinateur de la France insoumise, mais au-delà de ça, effectivement, qui va pouvoir venir derrière prendre le leadership de cette France insoumise si Mélenchon est critiqué, si Adrien Quatennens n'est pas là? Pour faire un lien, c'est tout le parti qui vacille quand le chef vacille ou pas? Je pense que Mélenchon risque maintenant, comme justement disait mon collègue, de fissurer son parti. On l'a déjà vu. C'est un procès qui est déjà commencé, parce qu'après les déclarations du député Emmanuel Bompard, où il a pratiquement minimisé cet épisode de violence conjugale, et on a vu que le mécontentement qui a éclaté à l'intérieur du parti, et qui risque vraiment, je ne dis pas d'éclater, mais il risque de traverser des moments très difficiles. Et en plus, je me souviens qu'il y a quelques semaines, il y a quelques jours, dans une interview, Mélenchon avait dit qu'il y a forte chance qu'il ne se représentera pas en 2027. Donc, c'est un épisode qui est arrivé dans un moment où les partis se préparent à la succession de Mélenchon. Donc, c'est vraiment dans un moment très, très, très délicat. Et si les partis n'arrivent pas à gérer et à faire rentrer je parle des scandales, parce qu'on peut aussi parler des scandales, ça va être un risque pour la France insoumise. Mais peut-être que ça va aussi permettre à ceux qui sont derrière de ne plus être si solidaires que cela de Jean-Luc Mélenchon, peut-être de s'émanciper un petit peu ou pas? Oui, ça aussi on l'a déjà vu, il y a eu des déclarations de la part de certains
membres du parti, des membres très importants, qui n'ont pas pris position officiellement, mais ils se sont montrés déjà très froids par rapport à leur leader. Il y a une séquence que j'aimerais qu'on revoie, on l'a beaucoup vue évidemment, et à la télé et sur les réseaux sociaux, c'est une séquence filmée par Quotidien, l'émission Quotidien, dans laquelle on voit Jean-Luc Mélenchon qui a peut-être du mal à se maîtriser complètement. Regardez. Vous n'avez pas du tout parlé de l'affaire Quatennens. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés? Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Vous les avez pesés là? Joël Stocker, elle dit quoi de Jean-Luc Mélenchon, cette séquence Jean-Luc Mélenchon qui pose la main sur la joue d'un journaliste qui lui pose une question qui ne lui plaît pas. Il a toujours entretenu des rapports spéciaux, disons, y compris physiques, avec les journalistes. Moins ces dernières années. Oui, effectivement. On peut constater un calme relatif depuis 2-3 ans, mais sinon, tout au long de sa carrière, il est monté au filet. Et il tenait, à mon avis, tout à fait consciemment, il mettait dans sa performance politique une dose volontariste d'affrontement par rapport aux journalistes, croyant, et il n'a pas tort d'ailleurs sur le plan purement rhétorique peut-être, et que c'est un moyen parmi d'autres pour mobiliser du soutien, et les médias ne sont pas particulièrement appréciés par l'opinion publique en France et ailleurs. Donc montrer aux médias que ma parole est plus forte que celle du journaliste qui m'interviewe ou du panel de l'émission de politique, c'est un des moyens de s'avancer sur le plan électoral. En plus, il ne faut pas oublier que quand même la France insoumise, ce n'est pas un parti comme les autres, dans le sens de la hiérarchie, dans le sens du rôle du leader, dans le sens de la façon dont des décisions internes sont prises. Donc là aussi, c'est un style Mélenchon particulier. On n'a pas un leader politique qu'on peut comparer du point de vue de l'opérationnalité politique à la façon dont Mélenchon opère à l'intérieur de son parti. Et donc, à mon avis, tout le monde devra attendre aujourd'hui, avant ou après l'incident ou le scandale ou le faux pas de la semaine dernière, à ce que Mélenchon lui-même dise clairement, ce qu'il a déjà dit d'ailleurs, allez-y, je m'en vais, c'est à vous. Ce qu'il a dit d'ailleurs le soir du premier tour des élections présidentielles. Il s'adressait à la salle il a dit, c'est à vous. Il y avait quelque chose de bien noble dans cet appel-là du chef vers ses troupes. C'est à vous maintenant, mais ce ne sont pas les troupes pour l'instant qui ont véritablement le... Juan José Dorado, elle a eu un écho cette affaire en Espagne ou pas tellement, pour être sincère, quand le geste est malvenu, si vous voulez. Mais ma première réaction quand j'ai vu ce geste-là, je me suis dit, c'est le grand-père qui touche la joue de son petit-fils. Alors mon grand-père me l'a fait des milliers de fois, tu sais pas ce que tu fais. Donc ça a été ma première réaction. Après, bon, c'est malvenu, c'est un journaliste, il y a un scandale, il y a un problème. Vous n'avez pas effectivement à toucher un journaliste parce que... Mais ça montre que c'est le patriarche, c'est Mélenchon, peut-être d'annotement si vous voulez. Et voilà, il y a des façons de faire qui, pour nous aujourd'hui, ne sont pas compréhensibles. Mais je n'exagérerai pas la portée de ce geste qui m'a rappelé plutôt mon grand-père. Et sur l'affaire en général Encore une fois, c'est malvenu. Il n'avait pas non plus à toucher les journalistes, comme je vous disais. Non, sur l'affaire des violences conjugales et son soutien à Adrien Quatennens, c'est quelque chose qui n'a pas eu d'écho en Espagne. Non, ça a eu de l'écho, par contre. Ça a eu de l'écho parce que l'Espagne est un pays très avancé dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Et aucun politique aujourd'hui ferait des tweets comme celui qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon, en oubliant lors de son premier tweet la victime. Bon, un leader contesté, c'est peut-être aussi le cas du côté de la majorité, sauf que le chef pour la majorité, depuis plusieurs jours, certaines voix s'élèvent publiquement pour contester la méthode, au moins la méthode qu'il semble préférer pour faire passer la réforme des retraites. Il veut aller plus vite, très vite, mais ce n'est pas l'avis ni de François Bayrou, ni de Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, et que l'on écoute, elle était sur France Info. Il faut prendre le temps de la concertation avec les groupes politiques et avec les partenaires sociaux. Et il faut prendre le temps du travail approfondi pour une réforme globale. Je trouve que les amendements
du gouvernement ne doivent pas porter en eux-mêmes une réforme substantielle. Vous l'avez dit à Emmanuel Macron, cet argument-là, parce que c'est lui qui a émis cette hypothèse il y a quelques jours. Alors, vous savez, moi, c'est une constante, je dis toujours ce que je pense, donc vous lui avez dit... et je suis assez cohérente et constante. Danilo Ceccarelli, on peut aller jusqu'à parler de frondeur ou pas? Non, pas encore. C'est encore un peu trop tôt. Et je pense que maintenant, le président Macron se retrouve coincé. D'un côté, il doit répondre aussi aux critiques sur l'inactivité du gouvernement. Dans ces derniers mois, on a vu le président Macron très actif sur le plan international, pour une raison évidente. Et de l'autre, donc il doit aller vite, comme il a reconnu, mais il y a un risque de contestation très très forte que la France a déjà connu sous son mandat. Donc il doit avancer, oui, rapidement, mais c'est très 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 dangereux pour lui. Mais il doit montrer qu'il est capable de maintenir sa promesse sur une réforme cruciale pour son deuxième mandat. C'est intéressant, vous parlez d'inactivité du gouvernement. Comment c'est perçu en Italie, pays qui, bon, on parlera des élections, mais pays qui a connu quand même une crise politique gouvernementale? Bon, la France est vue comme un pays qui a un système politique beaucoup plus solide et franchement c'est vrai. Et après, aujourd'hui, comme je disais, le président Macron est toujours vu sur le plan international, et comme on l'a vu aussi pendant sa dernière campagne électorale pour les élections présidentielles, il est descendu sur terrain vraiment au dernier moment. Donc on parle plus de son engagement international sur la guerre en Ukraine que la réforme des retraites. Oui, tout à fait. Joël Stocker, que la présidente de l'Assemblée nationale qu'on a entendue se mette à critiquer le choix du président, ou en tout cas à montrer son désaccord, qu'est-ce que ça dit? Que les choses ont changé peut-être un petit peu depuis la réélection d'Emmanuel Macron ou depuis les législatives? C'est possible qu'il y a quelque chose de plus détendu par rapport aux traditions, du suivi quasi automatique et plein de la parole présidentielle quand il s'agit de ses troupes. Mais on oublie aussi, d'ailleurs je trouve qu'on oublie trop souvent, peut-être dans les commentaires en France en général, les caractères exceptionnels et nouveaux de ce deuxième quinquennat. C'est la première fois du temps de la Ve République qu'on a un président à l'Élysée en début de son mandat. Là, on observe des choses nouvelles. Pardon ? Là, on observe des choses nouvelles en politique, c'est normal, puisque... Non, puisque ce président-là ne pourra pas. Et donc courir ne pourra pas être candidat pour les présidentielles de 2027. C'est la première fois, ça ne s'est jamais arrivé. Tous les présidents réélus, deux, finalement trois, donc étaient potentiellement candidats à leur propre réélection au bout du mandat, que ce soit 7 ans ou 5 ans après la réforme du quinquennat. Macron est... Vous savez, dans la politique américaine, par exemple, il y a tout un cas de figure d'un président, mais ça peut être aussi un gouverneur ou un maire, qui n'a plus le pouvoir de tirer les ficelles pour sa propre réélection. Et son pouvoir est estimé en chute de 2/3 en France, du fait des institutions et des traditions, etc. Mais quelque part, c'est dans l'air. Plus le temps avancera, à mon avis, plus ça sera vu et aperçu. Finalement, ce n'est pas une si mauvaise chose, puisqu'il a encore énormément de pouvoir, sans comparaison avec toutes les autres démocraties occidentales autour de nous. Juan José, vu d'Espagne, ça doit vous paraître assez étrange, cette affaire de 49-3, pays dans lequel il y a besoin d'avoir des coalitions pour réussir à gouverner, non? Oui, ça paraît un peu étrange. Il y a d'abord la première des choses sur la réforme de retraite, parce que l'Espagne a entamé sa réforme des retraites depuis 2013, puisque l'Espagne passe des 65 ans à 67 ans. En 2027, on sera à 67 ans pour la retraite. Donc pour nous, comme on est arrivé là, il y a eu un consensus politique de toutes les formations politiques avec les syndicats pour, sur 14 ans, allonger le temps des cotisations de retraite. Donc pour nous, ce débat en France paraît un peu voilà, trop tard. Et puis, il y a, et je suis d'accord, cet aspect-là très particulier. D'un côté, son 12e mandat et le fait qu'il ne puisse pas se représenter donne de la liberté à un certain nombre de leaders de la droite pour essayer de se positionner pour 2027. Mais aussi, il y a un autre sujet qu'on oublie souvent, et c'est que la population française, de façon générale, est contre cette réforme de retraite, et qu'il y a l'opposition frontale des syndicats. Et vous ne pouvez pas réformer la retraite si vous avez contre vous les syndicats. Donc, effectivement, là, il va falloir faire très attention,
mais le fait qu'il ne puisse pas se représenter permet aussi justement que cette mini-fronde, c'est pas celle qu'a connue François Hollande à son époque, mais que cette mini-fronde pourrait prendre encore de l'ampleur s'il persistait dans l'idée de continuer. Ce serait imaginable en Italie un passage en force sur une réforme aussi importante? Oui, ça pourrait arriver, mais en France, vu qu'il y a un système, comme je disais, très différent, ça pourrait poser un risque très très fort Mais c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à perdre s'il ne va pas se représenter en 2027. Tous les sondages montrent que les Français sont à la base contraires à cette réforme, donc on dirait presque qu'en France, personne de cette réforme, mais c'est la promesse de Macron et il veut aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Et comme de toute façon il ne va pas se représenter, donc oui, il risque quoi? Une motion de censure comme a promis Marine Le Pen? Oui. Ce serait pour le gouvernement. Est-ce que c'est pas rassurant aussi de se dire que finalement, même au sein de la majorité, maintenant il y a un débat? C'est-à-dire que voilà, il y a les modems qui disent bah non, on ne veut pas de ça, et puis même la présidente de l'Assemblée nationale. Le président Macron, pendant sa dernière campagne électorale, avait promis d'être à l'écoute de tous les voix de la République. Donc oui, c'est bien qu'il y ait un débat, mais après il faut voir si le président est à l'écoute de ce débat. Et s'il va vraiment à prendre en considération les propositions qui lui ont faites. On verra s'il va garder sa promesse. Jean Stocker, ça montre peut-être aussi une première différence, et très tôt dans le mandat, entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ou pas? C'est possible. Je crois que Macron, il y a d'autres interprétations possibles, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais lâché cette idée, cette intention qui l'accompagne depuis le lancement de sa première campagne électorale en 2017, de faire cette réforme-là, avec laquelle la politique française joue un jeu pas tout à fait clair depuis des décennies maintenant. Et n'oublions pas quand même les faits objectifs. En France, on part à la retraite plus tôt qu'ailleurs. Pratiquement tous les pays comparables, le pays d'OCDE, le pays européen, les camarades de l'Union européenne. C'est quel âge en Israël, par exemple? Plus haut, 67, 68. Et il y a encore, à l'ère où nous parlons, et les débats à lieu en France, il y a des projets concrets en Angleterre, par exemple, de pousser l'âge de la retraite encore plus haut, c'est-à-dire encore plus tard. Donc Macron, il est convaincu, me semble-t-il, bien au-delà des préférences politiques, que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Après, c'est vrai aussi qu'il y a des indications que 70% des électeurs en France sont contre. Comment faire? Et les syndicats sont contre. Et donc, j'ai compris, d'après les derniers signaux, que son idée actuelle, c'est de faire passer la réforme, mais sous forme, disons, plus mineure, à savoir un amendement à une législation plus banale, liée à la sécurité sociale, avec moins d'orchestration vocale. Et ça a l'air d'être un effet de façade. Mais s'il arrive à faire quelque chose de ce genre, et donc de faire passer la grande réforme par la petite porte, et obtenir effectivement la remise en France sur la même ligne, ou plus proche de la même ligne de départ objectif de l'ensemble du travail fourni dans la République par rapport à ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, il sera entré dans l'histoire, ah oui, carrément, dans l'histoire. S'il arrivera à faire passer la réforme des retraites, oui. Bon. Allez, c'est l'heure de la carte blanche de nos correspondants, comme chaque dimanche à présent, ce qui les a marqués dans cette semaine politique. Je vais d'abord me tourner vers l'Espagne, Juan José Dorados. Qui vous marque, ce sont des discours que vous qualifiez peut-être comme convenus du côté de New York, c'est ça? Effectivement, c'est cette Assemblée générale des Nations Unies où effectivement on voit des discours convenus. On savait tous, avant même qu'ils soient prononcés, que c'était les sujets qui allaient être présentés par Emmanuel Macron, mais aussi par le président Pedro Sánchez quand il est intervenu devant l'Assemblée des Nations Unies. Depuis un certain nombre d'années, même une décennie, on voit que les Nations Unies perdent de la vitesse, est une organisation de plus en plus éloignée des
des citoyens. On a posé en Espagne la question, c'est qu'est-ce qu'ils avaient retenu de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée générale des Nations Unies, et personne n'était capable de dire que c'était les grands sujets qui avaient été abordés, hormis la Russie, mais ça tout le monde le savait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que parler pendant 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes devant une assemblée parsemée avec 25 personnes qui sont face à vous, on se rend compte que cette institution aujourd'hui et ces discours, cette assemblée générale ne sert à vieillir. Voilà, a vieilli, et surtout elle ne sert que passer des messages souvent pour des politiques nationales, voire internationales pour ses voisins. Joël Stocker, ce que vous retenez, c'est encore, parce que ça fait quelques jours que ça dure, ce débat sur la valeur travail. Oui, j'étais frappé par ça, parce que la période est un peu exceptionnelle en France par rapport à ce qui se passe sur le marché du travail et les rapports des positionnements politiques et par rapport à lui. Parce que, vous savez, il y a un manque de main-d'œuvre, il y a les patrons qui, dans plusieurs secteurs, qui n'arrivent pas à trouver et à recruter dans plusieurs branches. D'une part, d'autre part, le chômage ne baisse plus, ou ne baisse plus assez. Il a baissé considérablement pendant le premier quinquennat. Il ne baisse plus, il se situe autour de 7,5% et bouge à peine. Donc il y a un phénomène, effectivement, qui remet encore une fois et sous les projecteurs cette particularité française quand même, avec un régime de location très généreux, avec un manque relatif de débat politique là-dessus. Et c'est là qui met face à face la soi-disant valeur du travail, que normalement est considérée comme une valeur de droite, surtout peut-être depuis les quinquennats de M. Sarkozy, et les allocations, considérées comme plutôt une valeur de gauche. Et après, on a vu des nuances, n'est-ce pas? Le leader du Parti communiste français a ridiculisé un peu la gauche des allocations, disait-il. Et puis Sandrine Rousseau, n'est-ce pas, a parlé du droit à la paresse, ce qui est assez créatif et dans l'approche. Je ne crois pas qu'elle soit véritablement partisane de la paresse comme valeur politique. Mais je veux dire, les choses bougent, et sur fond quand même des équations non remplies, non arrondies. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner un round de plus du même débat qu'on a connu quand même il y a bien des années? Ou est-ce que ça va, du fait de la spécificité de la période, ça va prendre quand même des fins différentes? La carte blanche de Danilo Ceccarelli sur ces élections qui se tiennent aujourd'hui en Italie et qui pourraient même avoir des répercussions au-delà des frontières italiennes. Oui, tout à fait. Après un mois des campagnes électorales, franchement pas trop enthousiasmantes, très très brèves. Ah oui. Oui, on a les leaders politiques, il y a un débat très superficiel, il n'y a jamais eu un vrai débat de fond sur les propositions, mais selon les sondages, moi, il ne devait pas y avoir de surprises. Giorgia Meloni, leader des Fratelli d'Italia, devrait s'imposer à 45 ans, elle avec sa coalition de droite qui est composée par aussi Silvio Berlusconi, ancien président du Conseil, et les leaders de la Ligue, Matteo Salvini. Donc l'Italie devrait avoir au moins dans les prochains mois, risque d'avoir un gouvernement d'extrême droite avec une orientation fortement populiste. Mais je pense que Giorgia Meloni, c'est un personnage qui a beaucoup de différences par rapport aux autres collègues européens. Et c'est vrai qu'elle a centré toute sa campagne électorale sur un programme conservateur, sur la famille, sur la défense de la famille et d'autres valeurs qui sont chères à l'extrême droite. Mais en même temps, elle est aussi arrivée à convaincre les entrepreneurs, les mondes de l'économie italien. Elle a un programme assez libéral pour tout ce qui concerne les aspects économiques. Elle s'affichait en tant qu'atlantiste. Dans le passé, je rappelle qu'elle était quand elle était jeune, elle était un militant d'extrême droite, mais dans ces dernières années, elle n'a jamais eu de rapport trop fort, trop étroit avec la Russie de Vladimir Poutine. Alors que par exemple, le leader de la Ligue, Matteo Salvini, c'était un gros fan de M. Poutine. Donc je pense que c'est un personnage qui se détache un peu par rapport à ses collègues, comme je disais, européens populistes.
Bon, les résultats de ces élections, les réactions aussi, ce sera à suivre évidemment dans les colonnes de la Stampa, j'imagine, mais aussi sur France Info. Merci à tous les trois d'avoir participé à Correspondant, entre Dorado, Joao Stocker et Danilo Ceccarelli. On va d'ailleurs continuer d'en parler de ces élections italiennes, l'extrême droite au port du pouvoir, vous le disiez, c'est le thème du monde dans tous ces états, tout de suite avec Raphaël Kahn.